en fait de ces sources avec la Dore et la Dogne. Et puis en commençant avec la première finalement construction hydraulique avec donc le petit barrage de la Bourboule, le pont d'Arpia, le barrage de Gore-les-Orgues, le barrage de Marais, celui de l'Aigle, celui du Chastan et enfin celui de Argentat. En 1919, donc après la guerre de 14, il était question évidemment de développer le tissu industriel du pays. Et ce développement ne pouvait pas se faire sans un apport d'énergie dont on ne disposait pas. Le chemin de fer, la compagnie du Paris-Orléans, a décidé d'équiper la Dordogne. Et c'est à Marège qu'elle a installé le premier ouvrage, 1935. C'est drôle que ça soit une société de chemin de fer donc, qui a vocation à générer du transport, qui finalement coupe leur route fluviale et cette capacité justement de transport donc par ces murs, et donc c'est là qu'on est passé d'une rivière, donc on est passé on a appelé ça la rivière emmurée soumise au spasme, donc à une route barrée finalement, une route fluviale qui est devenue barrée par ces murs successifs de béton. Moi, voyageur en 2015, au mois d'avril, je suis arrivé à Port-Dieu. Devant moi, la chapelle des Manants, seul rescapé du village englouti par la descente du barrage. S'offre à mon regard le prieuré en ruine. En amont du barrage de l'Aigle, Nozenac a été noyé par la retenue du barrage de l'Aigle. Cette chapelle était dédiée à Sainte-Madeleine et Nozenac, c'était un village aussi de pêcheurs, de gabariers, de constructeurs de bateaux. Voilà. Et alors maintenant, actuellement, l'eau, elle est à peu près là. Et l'oratoire a été transféré dans le village de La Mirande. Les propriétaires ont été expropriés, ils ont été indemnisés, mais bon, c'est un peu d'argent, mais ça indemnise pas de ses souvenirs, de ses attaches. C'est un événement dont on ne guérit pas. Même si on se reconstruit, parce que il y a la période de ce qu'on appelle la résilience. La Dordogne est un imaginaire de l'avant qu'on revoit parfois, traces laissées sur ces terres inondées, qui parfois se vident et qu'on se retrouve nombreux alors à parcourir cette hier d'avant qui est encore là maintenant. Alors bon, quand ils vident le barrage, on voit pas les clochers, mais on voit l'église, la voûte, on voit quelques pignons de maisons. La Dordogne, ce sont aussi ces pêcheurs posés comme de gros insectes tout au long du fleuve et qui ont gagné leur bataille avec la saumonnerie, qui ont fait gagner le droit à la rivière de continuer à être. Aujourd'hui, les pêcheurs à la mouche savent que dans le monde entier, la rivière Dordogne est une fabuleuse rivière pour son potentiel halieutique. Elle est riche donc en salmonidés, principalement des ombres et des truites. Également des saumons qui remontent la rivière grâce aux efforts des associations locales. Également la participation de l'État et des différents organismes sous tutelle qui ont programmé des travaux structurants comme les passes à poissons. Ce qui a permis bien évidemment de faire remonter les migrateurs jusqu'aux têtes de cours d'eau, lieu de leur naissance pour les saumons. De loisirs, j'ai plus un rapport de loisirs avec la Dordogne et c'est des balades et c'est un endroit qui est tellement beau, qui est pour moi plutôt féerique en fait. J'y vois quelque chose de méditatif. Il y a deux choses qui me parlent dans la Dordogne. C'est l'histoire, d'une part, l'histoire des maquis qui est assez importante par là. Et je pense que c'est bien dans mes balades, ce que j'ai vu, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y a des moments où on voit la brume en fait, qui se lève juste au bord de la Dordogne, à quelques centimètres comme ça au-dessus. C'est très très beau, c'est totalement féerique.
Et moi, je pense toujours à la Vouivre. Alors, je ne sais pas du tout si c'est une légende corrézienne. Du fait de l'eau qui coule, un lieu qui, malgré le fait qu'on soit dans une vallée, permet d'être relié à l'extérieur, à l'ailleurs aussi, qui du coup ouvre vers l'ailleurs aussi. Je considère que la Dordogne n'appartient à personne. On ne peut pas dire ma Dordogne. Pour moi, la Dordogne est un bien commun. Et voilà, il y a des pressions, il y a des usages. Elle réagit à ces pressions. Il peut y avoir du conflit d'usage. Et c'est pour moi la Dordogne, et non pas ma Dordogne, la Dordogne est un élément de mon cadre de vie. Elle a participé au fait que ce cadre de vie me convienne et que j'y reste pour y habiter. Ma Dordogne, ma à une eau qu'on ne peut attraper, à ces histoires racontées à l'arrivante que je fus, à cette eau qui nous parle à tous, marque d'un paysage, qu'au gré des intérêts économiques, on veut souvent nous faire changer, au point qu'on s'y perde. Bienvenue sur cette gabarre. Vos chargements, dites-moi. Alors autrefois sur ce courpet, comme on appelle ce genre de gabarre, c'était plutôt de bois qu'était fait le chargement, oui. Et la promenade que nous sommes en train de faire ne ressemble en rien à celle des gabariers d'antan. À l'époque, il n'y avait pas encore de barrage sur la Dordogne. La Dame Blanche, c'était son petit nom, coulait librement de sa source à l'estuaire. Et en plus l'été, pas de navigation, pas assez d'eau. C'est seulement au début du printemps, quand les neiges fondaient en montagne, ou à l'automne, après des pluies abondantes, non pas aujourd'hui, que les gabarres descendaient. Les gabarres ne pouvaient descendre que quand elle était en crue, sinon ils attendaient là, ils attendaient que ça se prépare. Donc c'était une vie tout à fait particulière, une vie presque au ralenti, et dès que la Dordogne donnait des signes de crue, ou des fortes pluies, ou la fonte des neiges, les gabariers se préparaient. En réalité, ici, il n'y a peut-être pas beaucoup d'agriculteurs, mais on peut faire de tout. La châtaigne, les noix, le maraîchage, les fraises, tout pousse. De la Dordogne, il y a toujours le maïs, et pour irriguer le maïs, on pompe l'eau de la Dordogne. Puis après, il s'est fait un réseau d'irrigation. Ils sont allés chercher l'eau à la Dordogne, et puis ils arrosent 2 ou 3 communes dans le coteau. Et après, en descente, on avait le tabac. L'hiver, quand il pleuvait, quand il faisait froid, on défeuillait le tabac, on triait le tabac et tout ça. Alors, même si le tabac, ça arrive à gagner que le SMIC, à peine, même des fois, à peine, mais si tout le monde y travaille, ça fait un revenu quand même, vous comprenez ? On se trouve ici sur un cours d'eau qui a quelque chose de particulier. En effet, ce cours d'eau, il est marqué d'une part par un milieu tout à fait caractéristique, avec une faune, avec une flore, avec une eau qui monte, qui descend, au gré des barrages, au gré des hommes. En même temps aussi, ces hommes qui vont puiser dans cette eau pour leur irrigation, qui vont aussi, malheureusement, détruire plus ou moins ce milieu. L'extraction de granulats qui s'est passée il y a quelque temps. Et ce passeur, il en a entendu des choses là-dessus. Il y a eu aussi les barrages. Et là aussi, les gens lui ont raconté beaucoup de choses. Et puis ces berges, qui petit à petit se sont effondrées, qu'il a fallu consolider, qu'il a fallu noyer, qu'il a fallu enrocher, etc. Et puis, ce passeur, il a regardé aussi les couanes, un milieu particulier de la Dordogne. Ces couanes qui, petit à petit, au fil des ans, malheureusement, ont perdu leur valeur naturelle. En effet, les hommes sont responsables et petit à petit, ces couanes se sont asséchés. Les poissons ont quitté la rivière. Les libellules aussi sont parties. Donc, on fait notre plage avec les touristes qui se baignent, qui se bronzent. Regarde le beau soleil, ça ne se voit pas, mais le beau soleil, comme ça, il se repose et tout ça. Et on continue, il y a de petits îlots.
Il y a des gabarres, il y a des canoës qui partent, il y a le pêcheur qui essaie de pêcher ses poissons, hein, et on continue jusqu'à Beignac. Ces paysages ici se sont transformés. Le foin a cédé la place à des pâtures, il a cédé la place aussi aux hommes, et là, souvent, se sont installés les campings, hein, souvent, se sont installés aussi des bases nautiques, des loisirs, etc. Voilà, et puis alors, c'est aussi une rivière chargée d'histoire, puisque c'était longtemps la frontière entre la Dordogne et l'Aquitaine, et toute cette histoire, elle est racontée par tous les châteaux qu'on rencontre tout le long, donc, soit en canoë, en kayak ou en gabar, comme elle est racontée. Et voilà. Et vous avez vu, il y a deux châteaux face en face, Beignac et Castelnau. Hein? Le rival, lequel est le droit, lequel est le gauche. Une fois c'est à gauche, une fois c'est à droite. Tout le monde a gagné et tout le monde a perdu. Et ça continue. Ce paysage carcinois, ce paysage périgourdin qu'on nous envie, ce sont des générations et des générations d'hommes qui l'ont travaillé. Et ce sont ces gens qui nous ont légué maintenant ce fameux paysage. Et c'est, je crois, ici, un des grands rêves, je dirais, de ce passeur, de conserver, sans être passéiste, ce paysage assez extraordinaire. Elle lie un petit peu tout le monde. Elle nous lie aussi par son histoire, elle nous lie par nos activités. Et j'ai mis qui nous rassemble, qui va nous rassembler sur certains sujets, hein, mais aussi j'ai mis qui nous sépare, parce qu'on n'a pas les mêmes attentes de la rivière. J'ai écrit dans notre secteur, elle est relativement pratiquement sinistrée, puisque pratiquement 6 mois sur 12, eh ben, elle n'est pas à sec, mais pas loin. Donc on a du mal dans notre secteur à profiter vraiment de la rivière, étant donné qu'on est entre deux parties. Une partie qui profite, dans la mesure où on peut profiter des barrages, mais enfin qui profite de retenues, le dernier étant Bergerac, et on n'a pas les remontées des marais, hein, donc on est pratiquement, depuis quelques années, hein, Georges, c'est pas toi qui me diras le contraire, on est 6 mois sans eau pratiquement, donc on a une rivière, je m'y sinistrée entre guillemets, quoi, mais enfin difficilement exploitable. Voilà. Alors regain de fierté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une région qui a été très largement, où les gens ont été très largement blessés par l'exode rural et par la domination du modèle de vie urbain, où ils ont, pendant toutes les années 60 et 70, largement dévalué leur culture et par ricochet ce qu'ils étaient. Qu'un réalisateur pas du tout issu de la région choisisse pour cadre leur lieu de vie et singulièrement leur rivière, avec tout ce que ça veut dire en termes de mémoire culturelle. Et là, et ils sont sortis de ce film avec tous j'ai marqué un regain de fierté, c'est ça. Hein. Donc j'ai toujours habité. Et pour moi, c'est important qu'il y ait justement cette circulation. Alors cette circulation qui peut être conflictuelle parce que justement, tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que s'il y a des usines, ça salit, si elle est claire, on va pouvoir se promener. Enfin, c'est un lieu à la fois de contradiction et de passage. Alors ce patrimoine de voies navigables doit être préservé en 2 points. D'abord, au point de vue bâti. Vous venez sur la Dordogne, j'espère que vous avez navigué depuis Bergerac jusqu'à l'estuaire, et vous allez être frappé par le nombre de ports fluviaux qui ont été construits, qui sont magnifiques, qui ont été construits. Donc ça, il faut les préserver, et je peux vous dire que beaucoup d'entre eux ont été dégradés. Pour moi, la Dordogne, c'est la vie, c'est le rythme du temps donné par les marées.
c'est les couchers de soleil magnifiques, les clairs de lune. Je suis très branchée sur les paysages, j'aime faire des photos. Et donc le Dordogne pour moi c'est, comme ça a été dit, c'est quelque chose qui monte, qui descend, qui est jamais pareil, qui a plein de lumière, qui a plein de saisons, qui a... Mon titre c'est Dordogne, trait d'union entre les gens qui habitaient en Corrèze et dans le Haut-Pays, et le trait d'union avec le fleuve, avec l'estuaire. Alors c'est un trait d'union entre les gens et entre les cultures aussi. J'aime bien, je m'intéresse beaucoup au patrimoine maritime. Et je trouve que c'est très intéressant de conserver l'histoire de la navigation pour les générations futures. Donc pour moi, la rivière elle fait partie de la famille. C'est une parente très proche sur laquelle tous les ans j'ai plaisir à naviguer avec mes camarades du club nautique de Saint-André-de-Cubzac. Et nous, on a comme projet qu'on est en train de mener avec la mairie la réhabilitation du port de Plagne, donc parce qu'elle charrie beaucoup de limon qui est amené par nous, la Garonne, qui est pas très loin. Et donc ce limon se dépose sur le port, et on avait un beau port tout en pavé qui était tout en vasé, et là on est en train de le faire dévaser avec la mairie et de le réhabiliter pour que les gens qui viennent se promener et admirer les couchers de soleil de cette belle rivière en profitent. Et parce que je trouve qu'habiter un port, un fleuve, c'est une ouverture sur le monde. On prend un bateau, puis on peut pas aller n'importe où dans le monde. On n'est pas gêné par les montagnes, les frontières, rien. Donc c'est vraiment une espèce de liberté. Donc elle permet de glisser sur le Mascaret pour certains. Le Mascaret, en fait, c'est ce qu'on va appeler, c'est une onde. C'est en fait ce que les scientifiques appellent un ressaut de marée. En fait, il faut bien comprendre, ici, on est encore dans l'estuaire de la Dordogne, c'est-à-dire que tous les jours, l'eau monte et l'eau descend, c'est-à-dire que tous les jours, on va avoir un phénomène de renverse voilà, de l'océan. Donc ce Mascaret, il est connu depuis des milliers d'années, et ça fait seulement, ici sur Saint-Pardon, on va dire trentaine d'années qu'il est surfé, où les gens viennent glisser, et donc attirer le monde ici. Moi aussi j'ai fait du surf, mais j'ai fait du surf dans les années 60 et avant, et il n'y avait pas de planche de surf, donc c'était carrément sur l'eau à la nage, et je me souviens d'une bonne engueulade parce qu'on me disait tu sais que c'est un monstre qui va te dévorer. Et puis au bout il y a des usines, c'est pareil, c'est une zone un petit peu dangereuse qu'il faut essayer d'éviter. Là. La centrale, non, là c'est le bec d'Ambès. Ça c'est le bec d'Ambès, et ça c'est la centrale de le pétrole, etc. La centrale donne beaucoup de sous, mais elle donne beaucoup de soucis aussi. Puis c'est aussi un milieu qui peut être fragilisé par l'activité humaine et qui est à protéger. Les déchets migrateurs aussi sur nos berges, au fil des marées, qui viennent nous les déposer, nous les rendre quand on les lui a donnés à la rivière. Heureusement, le point qui blesse le plus, c'est que certains la prennent pour une poubelle. Mais elle se nettoie toute seule en jetant ces malheureux déchets sur les rives, ce qu'on appelle les rampailles. Alors, ce que je constate, c'est que les oiseaux nous ont appris à voler. Les poissons nous ont appris à nager. Mais qui nous a appris à souiller la rivière? C'est la question qu'on s'est posée, on n'a pas su répondre.